3, 4, yeah. Ça a été une grande année de transformation. Pour bien comprendre, il faut se rappeler que le cercle aurait pu disparaître à cause du confinement. Nous avons tous fait connaître par les événements. Et grâce à des camarades exceptionnels, les deux Maxime et Thomas, pour être précis, on a réussi à faire les fameux entretiens de la quarantaine qui nous ont permis de rebondir, de maîtriser beaucoup plus le distanciel et de continuer. Nous avons trouvé de nouveaux locaux pour ne pas faire de discrimination sur l'état de santé. Il faut rappeler le serment d'Hippocrate, il va falloir réécrire d'ailleurs. Je soignerai les pauvres, les riches, sans distinction. Il faudra rajouter, sauf les non-vaccinés. Enfin, sauf les non-injectés. Ça fait que 25 siècles de régression, c'est pas grave. On a fait mieux, on a fait Hanouna. Cette année était une année de transition, et par la réorganisation de mon équipe, le remplumage des membres, la réorganisation des cellules. Et donc, en termes d'édition, la revue est repartie. On a fait un beau numéro souveraineté numérique. Là, les 4 numéros, on va faire 2 numéros, un numéro sur la souveraineté alimentaire, 2 numéros sur l'identité, sur l'identification, identité-identification. Là, on a toute une équipe qui travaille à fond. Les livres sont repartis, donc on a quand même sorti de très belles choses. Je pense particulièrement au Thierrot, Chute et Renaissance. Je pense à plusieurs autres grands livres. Là, on se prépare pour le Pourquoi combattre 2 et pour une autre année de publication qui va être très calme pour les 6 premiers mois, tout simplement parce que l'élection rend con. Les gens ne vont pas être à la réflexion. Quand beaucoup devront sécher leurs larmes au mois de mai prochain, ils pourront enfin commencer à travailler, mais ça, c'est pas grave, faut laisser le temps au temps. On a réussi à sortir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a sorti 11 livres en un coup, la plus grosse sortie littéraire qu'on ait fait. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on mette tous ces manuscrits qu'on avait pour certains depuis des mois, depuis les confinements et autres, et il fallait qu'on les donne au public, et ils vont faire une partie non négligeable du temps d'antenne pendant la campagne. En tout cas du nôtre et de ceux de nos médias amis. Donc ça a été une réussite. Les événements sont une réussite. Le partenariat avec nos camarades, je sais que Francis regardera cette vidéo, donc je l'embrasse, qui nous loue les locaux. Vous pouvez pas rêver mieux. Disons qu'on s'est beaucoup remplumé après avoir été très en danger. On l'a pas nécessairement... on ne s'est pas roulé par terre, parce que c'est pas tout à fait la marque de la maison de pleurnicher, même si je sais qu'il y a des gens qui sont très doués pour ça. Moi, je pleurniche difficilement, malheureusement. Moi, je suis un bouseux consanguin de base. Donc, chez nous, quand on pleure, c'est de l'agneau, pas très esthétique. Donc voilà, ça a été plutôt une bonne année au niveau des productions. On va faire connaître de jeunes auteurs. On a des jeunes mecs à faire connaître dans tous les sens. Ça rejoint vraiment notre corps de métier. Ensuite, parmi les restructurations, tu as ce qu'on a fait numériquement, avec une équipe extraordinaire de monteurs et de preneurs, une équipe dont tu es le boss, tu vois, qui a réussi à faire la qualité des montages, qui se voit le succès du GE, parce que ça, vous nous avez rejoint. Vous êtes près de 800 nous avoir rejoints sur Vimeo déjà. C'est gigantesque. À chaque fois. À chaque fois, c'est gigantesque. Enfin, c'est pour un truc qui vient de débuter. Enfin, on est quoi? On va être là, on est le 3e, tu vois. Vous êtes venus, vous nous avez aidés. C'est fabuleux, grâce à vous, ça va continuer. J'espère que ça va croître et embellir. Donc, on est aussi à 73 000 abonnés. 73 000 abonnés. Faut être honnête, on est à 1400 abonnés, un peu au-dessous de ce qu'on voulait. Aussi pour une raison, il faut être honnête, qu'il y a des tas d'invités, et c'est pour ça d'ailleurs que quand la diversification de réseaux, sur les TikTok, les machins, les trucs aura été faite, l'utilisation de la chaîne Odyssée, qui de toute façon est prête, vu que un grand camarade nous l'avait laissé prête quand il s'est absenté,
et j'espère qu'il nous reviendra. Je sais qu'il verra cette vidéo, donc je lui envoie ce message. Il y a des gens qui vont venir au Cercle Aristote dès le début de 2022, je pense à Louis Fouché. C'est pas un grand secret, c'est en cours. Hein. Mais il y a des gens comme Perron, comme d'autres. C'est représenter trop de risques, il faut être honnête. Aujourd'hui, comme on est rodé à comprendre comment fonctionne la censure, qui est une censure d'un nouveau type par rapport à la crise politique que nous vivons, il n'est pas dit que nous aurons la même timidité, loin de là, et de toute façon, je sais que ça va être vite rattrapé dans nos nouveaux objectifs. Je vais vous dire pourquoi, parce que ça va être une année de campagne électorale. On va travailler sur les contenus. On ne va pas travailler sur le contenu des contenus qui est les livres, parce que, à l'exception d'un livre majeur, fondamental, que nous allons sortir, de The Jacques Sapir, son livre sur la planification, au mois de mars, qui lui est un ouvrage fondamental, on va publier peu parce que la période ne s'y prête pas. Mais on va travailler beaucoup les contenus, parce que dans cette campagne, il va y avoir beaucoup de conneries qui vont être dites, elles ont déjà commencé. Hein. Il y a 48 heures, l'immigré Manuel Valls a dit qu'il fallait arrêter l'immigration. Malgré les insultes. Et oui, la gauche républicaine, elle doit pouvoir parler d'immigration. Dire par exemple qu'aujourd'hui il faut arrêter l'immigration. Il aurait fait un remarquable ministre de l'Intérieur, voire même un super Premier ministre. Tout à fait. Et il aurait fait également un magnifique chanteur d'opérette dans les rues de Barcelone. Moi je dirais même qu'il faut réémigrer, d'ailleurs commençons par réémigrer Manuel Valls. Enfin on a essayé, je ne suis pas sûr que la greffe ait repris côté espagnol. On va multiplier la folie, et donc nous on va avoir beaucoup de travail. Ça m'amène à un point, à deux points essentiels. La manière dont vous pouvez nous aider, et surtout, avant tout, de rappeler qui nous sommes. Parce que l'identité va être au centre de cette campagne, mais l'identité, ce n'est ni le fixisme, ni la psychiatrie. Une identité, c'est dynamique ou ça n'est pas. Sinon, c'est un miroir figé, et on connaît tous des gens qui, comme seule identité, ont l'image qu'ils avaient de 2 à 20 ans, qui refusent de vieillir et de devenir adultes. On les a appelés en catégorie sociologique des boomers, et à titre personnel et individuel, ça s'appelle des narcisses, et malheureusement, c'est une pathologie. On rappellera d'ailleurs que le boomerisme mental était le sujet... Tout à fait, le sujet du dernier entretien. Le Cercle Aristote sert à 3 choses. Le Cercle Aristote sert d'armurier idéologique, c'est-à-dire que nous travaillons les dossiers. Nous les travaillons bien plus que la plupart, il faut être très honnête. Avec les moyens de bord. Avec en plus pas de moyens. Tu vois. Nous, on n'a pas d'argentier protégé par Publicis, contrairement à d'autres. Tu vois, Ça ne veut pas dire qu'on les refuse. Moi, si tu veux, d'avoir des argentiers de ce type-là, là pour le coup... Ouais, c'est une peau de chagrin. Là pour le coup, j'en voudrais pas, parce que quand tu les prends eux, tu prends la laisse qui les relie au système avec. C'est simple, les gens qui nous financent, c'est vous. Ça fait 10 ans que ça dure. Parce que vous achetez nos livres, parce que tas de trucs. Bon, on va y revenir. D'abord, nous sommes des armuriers idéologiques. Sur des tas de dossiers, nous avons fait avancer la recherche nationale. Deuxièmement, nous révélons des jeunes cadres et des jeunes talents. Parce que, il faut être très honnête, les milieux nationaux finiront... Parce qu'il faut voir que les milieux nationaux sont très en retard. Le procès du mai 68 de droite n'a toujours pas eu lieu. Le procès du boomerisme de droite n'a toujours pas eu lieu. Nous payons parce que nous sommes dominés par les vieux et par les jeunes vieux. C'est-à-dire par des gens, des obsédés du nasbrockisme des années 70, la critique positive, ce qu'on appelait la critique positive à l'époque, des mythomanes. Enfin, le problème, c'est que nous sommes en train de changer tout ça en faisant monter toute une nouvelle génération. Tu prends les 11 livres qu'on vient de publier. On a publié Pérez, auteur confirmé, Le Vigan, auteur confirmé, Autiero, premier livre, Barillot, premier livre, Rémitel, premier livre,
Grimal, jeune auteur, deuxième livre, mais jeune auteur. Entre la moitié et les 2/3 de ce que nous produisons sont des jeunes auteurs. C'est notre deuxième but. Notre troisième but, c'est de réunir la grande famille nationale et souverainiste. Ce faisant, tout le monde est venu chez nous. Tout le monde. De Jacques Nikonov à Bruno Gollnisch. Si vous faites des grands écarts plus grands, c'est le claquage. On va certainement faire quelque chose avec mon camarade Greg, que j'embrasse, hein, je suis pas content. Mais là, par exemple, j'ai dialogué avec Lesquin. Ça s'est très bien passé. Absolument. Ça s'est très bien passé. Il y a des choses où on est absolument en désaccord, mais Lesquin, voilà. Il veut pas. Lui, il est sur la préférence nationale, il n'est pas sur la préférence européenne, contrairement à d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas pour la destruction de la France. C'est pas un mondialiste à visage facho, quoi. Un natio. Très Troisième République, ça a son charme, ça fait vieux, ça fait meuble d'époque. D'ailleurs, on me le reproche parfois, hein. On me dit, en débat face aux gens, tu n'excipes pas ce qui, on me l'a reproché pour Lesquin, ce qui vous sépare. Enfin, ce qui vous sépare, on l'a pris quoi? L'émission a duré 2 heures, on a pris 10 minutes. Et après, on a plutôt travaillé sur... ce qui vous rassemble. Sur ce qui rassemble, mais ça, je le fais avec tout le monde. Je le fais avec tout le monde. J'ai débattu avec des gens. Je prends l'exemple de quelqu'un qui, pour moi, n'est pas de la famille nationale, mais qui, au moins, je pense, a une aversion sincère pour l'Union européenne. Jean Bricmont. J'avais fait un débat avec Jean Bricmont, on est d'accord sur pas grand-chose. On a mis en commun ce qu'on avait de commun. C'est l'une des devises du cercle, si vous voulez. C'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup d'entre vous peuvent ne pas accréditer notre politique. Chez nous, il n'y a pas de clash. Dans un pays sans souveraineté, on ne s'engueule pas. Dans un pays sans souveraineté, on se bat face à l'ennemi occupant. On ne s'engueule pas, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'enjeu. Par contre, les gens qui ne veulent pas la souveraineté, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, à titre personnel, bon, c'est des ennemis, il n'y a pas nécessairement de raison de dialoguer avec l'ennemi. Tu vois. Un ennemi, ça se combat point barre. Alors que ce soit l'ennemi avec un grand E comme Emmanuel, par exemple, hein, je dis pour les mal comprenants, ou que ce soit ces laquais de droite radicale, parce que bon, le macronisme de droite va être un des grands sujets de cette élection, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de forts risques qu'on préfère l'original à la copie. Ultime point, qu'est-ce qu'on va faire en 2022? On va participer à la campagne en faisant du contenu. Moi, à titre personnel, n'attendez aucune consigne de vote de ma part à aucun moment de la campagne, y compris dans les 4 deuxièmes tours. Pour une raison, c'est que je ne suis pas votre grand frère, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre guide. J'espère parfois être un ami. Vous ferez ce que vous penserez nécessaire de faire. Moi, à titre personnel, moi, pour l'instant, la variable qui m'intéresse dans cette élection, c'est l'abstention. Je le dis, je le répète, j'ai été le premier à le dire, d'ailleurs, il y a déjà des mois. Comme vous voyez, nos locaux sont à côté de l'appartement de Sandrine Rousseau. Vous l'entendez commenter son programme politique. Au moins avec elle, c'est sûr qu'il ne prendra pas un MeToo. Ça, vous verrez ça, hein, tout ça ne nous regarde pas. Nous allons essayer de créer de nouvelles structures. Nous allons essayer d'aider au rapprochement social et personnel de tous les nationaux. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui aux portes d'une dissociété et il va falloir restructurer une société. Et entre autres, de nouvelles structures pour aider nos camarades. Et nous allons nous orienter toujours vers les traductions, toujours vers le fait de renforcer nos liens internationaux et de continuer à éditer, de continuer à révéler de talents, hein, de jeunes talents, ce qui m'a valu ce surnom atroce de, rappelez-vous dans les nuls, Raoul Bitte-en-Bois, découvreur de talents. Tesser, bonsoir. Tessier. Je me présente, Raoul Bitte-en-Bois. Question, comment vous pouvez nous aider? Vous pouvez déjà nous rejoindre au mois de entre le mois de janvier et le mois de février, selon notre calendrier, vous pourrez adhérer au Cercle Aristote pour la première fois, c'est-à-dire qu'on va avoir des membres. Au-delà des équipes, on va avoir des gens qui vont pouvoir adhérer, participer au travail doctrinal,
participer au travail de structuration en province ou à l'étranger. Il y a déjà des cercles à l'étude dans les communautés expatriées. Et donc vous avez des fiches de poste qui sont disponibles sur le site du Cercle Aristote. Vous pouvez, si vous vous sentez par votre spécialité de rejoindre nos comités d'experts, vous pouvez nous joindre par cerclearistote@gmail.com. Et si vous le souhaitez, vous pouvez sinon devenir référent local ou autre, ça c'est une possibilité. Et de l'autre côté, parce qu'on n'est pas tous faits pour être des militants, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien vous pouvez, nous soutenir financièrement. Et ça c'est le rôle de la page Tipeee, des dons PayPal, c'est le rôle également d'acheter nos productions privées comme les Vimeo. Et les vidéos Vimeo, donc celles, vous en aurez une après cet entretien, comme à chaque fois. Ou de faire des dons défiscalisables. Quand sortira cette vidéo, la période pour l'année 2021 sera terminée. Donc il faudra faire pour 2022. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Soutenir le documentaire sur le Brexit du camarade Pierre Lévy de Front Populaire. Pierre Lévy fait un travail extraordinaire avec Rupture, donc qui est vraiment le mensuel de l'actualité européenne vu sous l'angle critique. Donc abonnez-vous à Rupture et soutenez ce projet de documentaire qu'il fait avec Front Pop. Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant. Disons qu'il y a eu une utilisation de symboles. Bon, ça a été le micro, ça fait Radio Londres. La bibliothèque, c'est très mitterrandien. Beethoven, ça fait... bon, c'était pas tout à fait peut-être la musique à prendre. Ça fait très dramatique, historique, tragique. Oui. Disons que tout y était, quoi. C'est Chéri, fais-moi peur. Le texte était assez bon. Beaucoup de gens n'ont pas nécessairement apprécié la manipulation de symboles. Je peux tout à fait l'entendre à une condition, c'est qu'un partout balle au centre. Emmanuel Macron comme manipulateur de symboles est pas mal non plus. Hein, c'est quand même quelqu'un qui a utilisé l'une des grandes Français du XXe siècle, Joséphine Baker, pour pouvoir faire du clientélisme ethnique, alors qu'elle était l'antithèse disons, de la pleurniche victimaire. Alors l'antithèse... Après, j'ai porté aussi, mais peut-être vous ne vous souvenez pas, parce qu'évidemment, c'était pas votre temps, vous n'étiez pas né, mais je pense... N'exagérons rien. Ah, bah, mais, enfin, la vérité, c'est la vérité. Hein. Bien, je pense aussi qu'autrefois, j'ai porté des bananes. Ouh! La personne dans la salle qui m'a compris. Ah, la ceinture de bananes. Bananes, mesdames, des bananes, des bananes. C'est vrai, j'ai apporté ça parce que c'était devenu la mode, vous savez, des bananes après ça. C'est devenu la mode après. Ah oui, il y a justement les gens qui disaient des bananes. Comment c'est possible d'avoir une robe de banane? C'était pas tout à fait une robe, mais enfin, je m'arrangeais comme je... Bah, qu'est-ce que vous voulez? Un petit régime, ranger ça, par-ci, par-là. Et un jour, quand j'étais en Allemagne, avant la guerre, il y a un monsieur dans la salle qui m'a porté, enfin, il y avait une caisse énorme, une énorme boîte qui arrivait sur la scène. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce beauté? Je crois qu'il était encore une petite bestiole, parce que j'aime ça. J'aime bien les petits chiens, les chats, des singes, des petits cochons, enfin, tout ce qu'on veut. Et alors, il m'a dit, madame, est-ce que vous avez de la gentillesse d'ouvrir? Bien sûr, avec plaisir, petit ruban, grand ruban. Est-ce qu'il y avait? Devinez. Des bananes. Régime de bananes. Je veux bien entendre ça, une condition, c'est pas de fausses notes. Tu vois, c'est pour tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, plus problématique à mon sens, c'est... Ça arrive, alors ça, plus le mythique de Villepinte, qui a été très, très réussi. Bon, on a eu des échauffourées qui ont été montées en épingle, mais ça, c'est tout à fait classique. Même si l'existence de ces échauffourées traduisent, disons, une désorganisation assez lourde, parce que c'était certain que ces actions allaient être tentées. Mais
Moi, ce qui me fait peur, que la campagne se passe bien pour lui, tant mieux. On peut lui souhaiter. Le problème n'est pas là. Ce qui me fait peur, c'est l'esprit de la campagne. Pas la sienne, de la campagne en général par rapport à lui. On est de retour aux années 80. Et d'ailleurs, pour preuve, c'est que la cible principale des discours zémouriens et parazémouriens, pas le sien, mais celui de ses lieutenants, c'est pas Macron, c'est Mélenchon. Créolisation, anti-créolisation. Mais est-ce que, je ne sais pas si on se rend compte que celui qui va repasser, c'est Emmanuel Macron. Mélenchon n'a aucune chance de passer. Parce que la ligne de créolisation, même les immigrés n'en veulent pas. Mélenchon n'est pas une cible. Le problème, c'est que c'est la cible sur laquelle on tape pour la faire monter. Et ça a donné ce débat ridicule, Corbière-Sarombière plus Réglo, qui est terminé par tu vas sucer ton patron. Hein, ce à quoi, d'ailleurs, les mêmes ont répondu tout de suite avec le fameux eux-mêmes mélenchonistes, celui qu'on suce, c'est moi. Mais c'est vraiment la mauvaise ambiance de campagne. C'est-à-dire que là, tout le monde s'insulte. On est de retour à l'antifascisme, qui était le sujet de notre dernière vidéo. De l'autre côté, on veut conquérir la rue contre les gauchistes. C'est le retour des années 80. Et en réalité, Emmanuel Macron est très mitterrandien. D'ailleurs, une bonne partie de son entourage vient directement de ces années-là. Il a quand même rappelé le commandant Proutot, homme d'une mémoire qui est peut-être pas sinistre, mais certaines personnes ont des raisons légitimes d'en avoir un mauvais souvenir. Macron nous rejoue du miteux. Miteux a pris Marek Alter, Bernard-Henri Lévy dans un coin, Le Pen dans l'autre. Il va prendre Zemmour, Mélenchon. Et il peut gagner grâce à ça. La seule chose qui l'embête, maintenant, et ça c'était prévisible, c'est Soupline. C'est Macron 2.0, c'est Pécresse. Mais il y a un aspect très positif, enfin disons positif, c'est que Zemmour dit certaines choses qui méritaient de revenir dans le débat public, des choses qui étaient dites. Hein. Il n'y a rien d'original. Hein. Si vous voulez, la critique de l'antiracisme, je l'ai dit, c'est Paul Lyonnais, Voyage au centre du malaise français, 1994. Hein. Donc, le diagnostic a été fait, tout a été fait. Donc, c'est juste des piqûres de rappel, que comme disait Louis de Bonald, entre la nécessité, je vous le dis en substance, il disait, entre la nécessité de se faire comprendre et l'inconvénient de se répéter, il n'y a pas à balancer. À l'instant T, nous sommes juste avant le Noël 2021, au moment de cet entretien. À l'instant T, le phénomène Zemmour traduit aussi une autre chose, c'est-à-dire l'appropriation par une partie de la bourgeoisie, non pas du patriotisme dont elle est en partie dénuée, mais des thèmes du patriotisme. Et en réalité, cet électorat volage qui vote avec ses intérêts est arrivé à diviser la cause nationale pour faire de l'antipopulisme. C'est d'ailleurs pour ça que Zemmour baisse depuis que Pécresse s'est annoncé. Parce qu'il rentre à la maison. Résultat, la peur, c'est que la famille nationale est divisée en deux, avec en plus deux familles qui objectivement ont les mêmes problèmes, même gestion des hommes, même absence de solidité de conviction, même programme et même lacune de programme. C'est-à-dire, grosso modo, une sorte de néolibéralisme sécuritaire et plus anti-immigré qu'anti-immigration. Hein, c'est-à-dire à peu près l'antithèse de ce que fait par exemple Boris Johnson en Grande-Bretagne. Dans les deux cas, hein, c'est le même programme dans les deux cas. Hein. Et ils vont se bouffer la gueule et peut-être que Pécresse marchera sur leur cadavre. Et si c'est le cas, on fait un bond en arrière de 20 ans. D'ailleurs, on fait comme si... on retourne quasiment au temps de Le Pen père, quoi. C'est-à-dire comme si Florian Philippot n'avait pas existé. Alors c'est le but de certains. Hein. Il y a des gens qui sont des agents étrangers au sein du camp dit national, dont c'est le but. Hein. Certains agents du ministère de l'Intérieur, entre autres, hein, des petites sectes de ce genre-là qui sont des agents étrangers, qui s'en sont d'ailleurs jamais tellement cachés. Moi, si vous voulez, l'affection débordante que j'ai pour l'homme, moi je suis analyste, et moi j'entends de plus en plus de gens qui me disent « Écoute, moi je suis très zémorien, donc je me penche sur sa campagne, puis je vois des gens qui ne me plaisent pas. » Et vous voyez, quand on prend des idées, vous pouvez les incarner si vous avez des hommes capables.
Là, on cherche les hommes capables. Alors on pourrait me dire Philippe de Villiers, oui, indiscutablement. Qui d'autre? Ça fait pas d'Hersch. Alors le vicomte est un grand mec en lui-même. Hein. On avait le même problème avec Marine lors de la dernière truc. Hein. Marine, elle n'avait que Philippot. C'est un mec d'envergure, Florian. Il suffit de le connaître ou de se pencher sur lui. Mais tout le reste de l'état-major de Marine, c'était, si vous voulez, c'était les expandables, c'était la section bras cassés expandable. C'était la cassocialisation de la France. Bah là, vous vous posez des questions. J'ai pas dit, je n'ai pas de jugement sur qui que ce soit. Je pose des questions parce que moi, je reçois des témoignages de gens de plus en plus nombreux qui se posent des questions. Mais pourtant, ces vidéos cartonnent, il fait des scores. Oui. Ça, si vous voulez, attention. L'attrait du public, un lecteur n'est pas un électeur, un auditeur n'est pas un électeur. L'auditeur et le lecteur agissent par rapport à leur goût. L'électeur agit par rapport à ses intérêts. Parfois, ses convictions, mais surtout ses intérêts. Et ses intérêts sont quoi? Ses intérêts de classe, principalement. Objectivement, le fait d'aimer le goût, d'aimer le clash, etc., je te dirais, Le Pen père cartonnait à chaque fois à la télé. Ça l'a fait élire. Alors tu me diras, Donald Trump, ça l'a fait élire. Trump, c'est totalement différent. Trump, premièrement, je rappelle que Donald Trump, dans une élection qui est une élection directe, aurait perdu face à Hillary Clinton. Il a eu, en quantité, moins de voix. Il avait eu moins de voix. L'avantage des États-Unis, enfin l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend du point de vue où on se place, c'est que c'est une élection indirecte parce que vous votez pour les grands électeurs pour le président, par des systèmes différents en chaque État, c'est-à-dire soit des systèmes proportionnels, soit des systèmes qu'on appelle winner take all, c'est-à-dire que le mec qui a le plus de voix dans un État gagne tous les grands électeurs. Trump a gagné comme ça. Alors vous me direz, il aurait fait une campagne différente, parce qu'à type d'élection, type de campagne, c'est tout à fait vrai. Il faut être très rigoureux. Et puis, Trump est arrivé avec des équipes de spécialistes lourds. Même chose avec Boris Johnson. Boris Johnson est arrivé avec certainement ce qu'il y avait de mieux dans le Parti conservateur. Là, c'est pas du tout vers ça qu'on va. Nul ne sait d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il faut souhaiter bonne chance à tout le monde, qui sera sur la pole position. Parce que je rappelle que le dépôt des parrainages, c'est mars, qu'aujourd'hui, les parrainages sont publics, et donc encore plus difficile à aller chercher. Ce qui est d'ailleurs un scandale, il faut être très honnête. Donc, comment ça va tourner? Je ne sais pas. Moi, le pire scénario pour le camp national, c'est Soupline passe devant, et le camp national, ensuite, est laminé aux législatives, terminé à Dieu Berthe. Et là, pour le coup, il y a des budgets de campagne qui vont avoir du mal à être remboursés. Et parce que je rappelle que récupérer le cash, c'est sur les législatives que ça se fait. Hein. C'est très difficile. Là encore, nous sommes au mois de décembre. Rien ne vaut rien dans cette élection au moment où nous parlons. Là, il est candidat. Et ce qui sera sur le pole position, on n'en sait absolument rien. Donc, pour conclure sur ce sujet, quels sont les points qu'il pourrait renforcer? Vous avez mentionné. Ça, si tu veux, j'ai pas nécessairement de conseils à donner dans des équipes auxquelles j'appartiens pas. Ce que moi je remarque, c'est que pour l'instant, on va être très clair, c'est une campagne qui est centrée sur les boomers de droite. Ça se voit en moyenne d'âge. Les 3 électorats les plus âgés sont les électorats de Pécresse, Macron, Zemmour. Donc, objectivement, alors tu me diras, c'est les vieux qui votent. Tout à fait. C'est aussi pour les garder qu'on ne parle pas des sujets importants et qu'on fera en sorte, que si on est élu, de ne pas les traiter, et donc d'un côté de faire une élection pour rien. Je le dis, une élection pour rien. Parce que la seule différence du boomer de droite et du boomer de gauche, c'est que le boomer de gauche, le boomer libéral, comme lui, il a compris ce qu'était le bougisme, il a compris ce qu'était la postmodernité, il sait très bien qu'il faut des immigrés. Il le sait. Parce que le système a tué les peuples, en a besoin, et lui, il en vit. Bon. Le boomer de droite qui a fait, et qui est tout aussi responsable que le boomer de gauche de ce qu'on vit. Hein.
Mis à part que lui, on n'a pas encore fait son procès. Hein, je vais vous donner un exemple. On a fait des bouquins entiers sur le mai 68, par exemple sur la pédophilie, et il fallait le faire. Le problème, c'est qu'on a gommé tous les noms qui sont aujourd'hui les chefs de l'extrême droite actuelle. C'est dommage. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens pensent et espèrent que M. Masnev gaze sa pipe. Hein, parce que comme il l'a dit dans une phrase qui a été reprise dans la revue de M. Karl Zero, qui est un homme respectable, je suis toujours très surpris qu'on assimile la pédophilie à l'extrême gauche. Tous mes amis pédophiles sont de droite et d'extrême droite. Gabriel Masnev. Vous comprenez maintenant pourquoi l'affaire a pris... Et ça, c'est du boomerisme mental, de droite. Celui qui, pour l'instant, n'a pas eu le droit à son procès, c'est bien dommage. Le problème, c'est que, la prise des vieux, ce qui veut dire qu'au passage, comme je l'avais prévu, excusez-moi, les jeunes ne se sentent pas concernés par cette candidature, mis à part les jeunes militants, qui sont très sympathiques. Mais je croisais les mêmes chez Philippe. Moi, ce qui me fait peur, et c'est pas par rapport à eux, ils sont adorables. Ils vont apprendre, c'est bien. Le problème, c'est que moi, j'ai croisé exactement les mêmes. Vous savez, j'ai presque 20 ans de maison. Sur une vie qui ne compte pas encore 40 ans. J'ai croisé les mêmes chez Philippe de Villiers en 2005. À une exception près. Une seule personne. Ils sont tous macronistes aujourd'hui. Tous. Donc bon. Moi, quand le petit bourgeois s'entiche, je sais que c'est jamais très long. Attention, je ne dis pas il doit avoir des gens, des très belles personnes avec de très belles convictions dedans, il n'y a pas de problème. Je dis juste que moi, la dernière fois que j'ai vu ça, voilà comment ça s'est terminé. Donc pardonnez-moi de garder une distance critique, même si elle m'est reprochée. Donc premièrement, des tas de sujets sont pris à l'arrache, je pense au pass sanitaire récemment, sans... Sur lequel Zemmour s'est prononcé. Ouais, bien sûr, mais de manière assez tardive quand même. Et sans d'ailleurs ouvrir quoi que ce soit en termes de main tendue à ceux qui, eux, se battent pour les libertés publiques. Là, pour le coup, je ne critique pas, je constate. L'oubli des classes populaires, ça c'est très clair. C'est une campagne qui est vraiment pas faite pour eux, ils le comprennent. Hein. Et de partir du principe que c'est des cons, ce qui est à mon avis le cas des équipes de com, pas uniquement de lui comme candidat, hein, de la plupart des candidats, je pense que c'est idiot. Évidemment, il serait élu, j'en serais très content pour lui. Le problème, c'est pas fait, quoi. Et ce que je dis aux siens, c'est... moi, j'ai aucune agressivité pour personne. Je dis juste que, moi, à titre personnel, je ne suis pas confiant, pas pour sa campagne à lui, pour la campagne tout court. Je pense qu'on va connaître une campagne dans la boue et dans la merde, que ça va être dégueulasse, comme jamais une présidentielle ne l'a été, que tout le monde va virer dingue, et moi je vais déjà dans l'après. Parce que je ne nous vois pas gagner. Là, le travail n'a pas été fait, le travail doctrinal n'a pas été fait, le travail social n'a pas été fait, le travail de terrain n'a pas été fait. Et ça, attention, il n'en est pas comptable. Hein. Le milieu national ne l'a pas fait depuis 30 ans. Il se repose sur ses lauriers que le peuple lui a donnés en 2005. C'est tout. Bon, on n'a pas transformé l'essai parce qu'on a joué petit bras. Et aujourd'hui, on est face à un système qui, sur 4 candidats sérieux, en tient 2, qui sont naturellement miscibles, ce que nos électorats ne sont pas. La preuve, ça se voit. Une partie de l'électorat Zemmour repart, il repart où? Chez Pécresse. Il repart pas chez Le Pen. Justement, voilà. On va pouvoir parler de Valérie Pécresse. J'ai dit que c'était ma référence. Moi, je vous ai dit, répondez à ma question. Je réponds à la question et tu te tais 5 minutes. Je ne me tairai pas 5 minutes. Infecte bonne femme. Qui a été élu donc élu à la primaire des Républicains. Dans un mouchoir de poche. Au premier tour. Au premier tour. Et ensuite, tour, il y a eu tous les ralliements. Tous les ralliements pour éliminer M. Ciotti. Au passage, M. Ciotti ne ralliera jamais Zemmour. Hein. Moi, les gens qui fantasment là-dessus, il ralliera peut-être Zemmour si Zemmour est élu. Mais Ciotti, attendez. Manuel Valls est un sous-Sarkozy, Éric Ciotti est un sous-Manuel Valls. Donc, moi, je veux bien. Si vous passez sous la table sous Manuel Valls, enfin, dans quelle catégorie de la galerie de l'évolution vous voulez vous retrouver?
Enfin, là, on est au-dessous de l'âge de glace. On rappellera que Pécresse a été soutenu directement après par Éric Ciotti et que lui-même... Évidemment, non, mais, et puis surtout, il dit bien « votez pas national ». Votez pas national. Ciotti est un ennemi, il l'a toujours été. Il fait partie de cette droite à matraque qui veut juste, comment dire, se déguiser en flic. Vous savez, ils sont comme Macron en fait, ils ont la passion du déguisement et du travestissement. Un peu comme un certain préfet parisien. Nous sommes d'accord. Or, ils aiment se déguiser en flic, un peu comme Monsieur l'Allemand. Hein. Regardez cette tronche qui porte une casquette, le problème c'est qu'il n'y a pas de tronche à mettre en dessous. C'est quasiment la droite Village People, quoi. La droite déguisée en flic, quoi. Attention, j'ai une grosse matraque. Jamais ils rallieront le camp national, ils ne le peuvent pas. Leur déversoir naturel, c'est Macron. Et bien justement, pour en parler, est-ce qu'on peut dire de Valérie Pécresse qu'elle est Macron 2.0 ? Elle est pire que lui. Elle est pire que lui parce que lui, s'il fait un deuxième mandat, il est déplumé, Macron. Vous l'avez vu vieillir précocement. Il n'a plus d'équipe. Enfin, quand votre espoir, c'est le blaireau du Havre, Marlène Schiappa, Capitaine Gourdas, et Gérald Darmanin, le gnome de la place Beauvau, si c'est une unité d'élite, vous n'êtes pas dans la mouise. Je vous le dis, vous êtes au dernier étage de la vie sur Terre. Un étage au-dessous et vous ramassez les mégots chez Mediapart. Alors qu'elle va arriver avec de nouvelles équipes de traîtres. Déjà, moi je vois tous les gens sympathiques d'ailleurs. Les Marlex, les Aubert. Vous êtes morts, vous, si elle passe. Vous le savez, vous êtes morts. Déjà Marlex, il enquêtait sur Alstom. Elle y est jusqu'au cou dans Alstom. Tu crois qu'elle va le nommer ministre de l'Industrie, comme lui en rêve? Et surtout pour faire quoi industriellement en France dans... dans l'UE, déjà, que dalle. Tu te la mets sous le bras à tout jamais. Or, le vrai problème, c'est que... D'ailleurs, elle l'a dit. Je suis 2 tiers Merkel, 1 tiers Thatcher. Oui, donc 0% française. On a compris. On rappellera qu'elle a souvent été comparée justement à Merkel en disant c'est le renouveau français. On avait besoin de notre Merkel française. Alors déjà, premièrement, je suis désolé de vous le dire, mais j'ai trop de respect pour le génie féminin pour se prêter à ce sexisme dégueulasse qu'est la vaginocratie. C'est-à-dire, elle est nulle, elle est traîtresse, elle est bonne à rien, mais parce que c'est une femme, c'est bien. Non, non, la France a enfanté Marie de Médicis, la France a enfanté Marie-France Garot, on a eu des femmes d'État. Aux fondamentaux, quand on était étudiant, on disait que pour qu'une collectivité humaine, qu'un État soit souverain, il fallait qu'il dispose de 4 pouvoirs. Battre monnaie, faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et de la guerre. Ça date de Philippe le Bel, on a quand même eu le temps de s'en pénétrer. Mais c'est ce qui fonde la souveraineté française à l'époque face à la souveraineté de l'Empire germanique qui était notre voisin. Et ce problème de souveraineté qui détermine le reste, bien entendu, c'est celui du président de la République. Alors là, on vient de voir les problèmes du gouvernement, très important, mais le problème celui du président de la République. Est-ce que notre État, notre pays, existe encore? Si on est rigoureux, la réponse est non. Moi, ce sexisme dégueulasse qui dit de toute façon une femme est une potiche par nature, la preuve, j'aime bien Pécresse, je trouve que c'est le comble, c'est le pire de la pensée des journalistes soumis et des demi-molles féministes. C'est-à-dire de préférer l'incompétence parce qu'elle est habillée en Prada que quand elle est habillée en jean. Vous voyez, je ne supporte pas ça. Que le génie féminin puisse servir à la politique, c'est évident. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il ne faut pas aimer quelqu'un parce que... Moi, je vais vous retourner le compliment. Ah, Poutine est vachement bien, c'est un mec blanc. Ça vous choquerait, et c'est normal. Parce que blanc, c'est pas une qualité, c'est un constat. Vous êtes né, vous l'êtes. Mec, alors là je sais que j'ai dérapé, mec, désolé, c'est d'abord un attribut biologique. Caramba, encore raté. Ah, je sais, oui, je sais. Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? T'as sale gueule de Libanais. Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Moi, je suis désolé, je suis matérialiste là-dessus. Au passage, petite leçon, il n'y a pas de marxisme culturel. Le marxisme, c'est un matérialisme. Quand tu es biologiquement un homme, pour un marxiste, tu es un homme. Matérialisme pur. Moi, je ne supporte pas ça. Pour moi, être femme n'est pas une qualité en soi. Ce qu'il faut voir, c'est les réalisations de Valérie Pécresse. Rien.
Les ambitions de Valérie Pécresse pour la France, rien. La nocivité de Valérie Pécresse pour la France. Je rappelle que c'est son mari, je crois, qui a mis... Jérôme Pécresse. C'est Jérôme Pécresse. Je crois que c'est son mari, en tout cas. C'est son mari, son frère, qui a mis en danger la sûreté nucléaire de 67 millions de Français. D'accord ? Au passage, ce qui lui aurait valu dans des États démocratiques, une incarcération longue, voire une peine capitale pour trahison. Donc voilà ce que vaut Pécresse. Pécresse d'ailleurs qu'on surnomme Valérie Traîtresse partout où elle est passée. Donc il est tout à fait normal qu'elle ait gagné dans le mouchoir de poche au premier tour. Pourquoi ? Ça je l'avais dit, Bertrand aurait été tué, n'aurait jamais dû aller à la primaire. Il aurait dû se présenter tout court. L'homme face au peuple. Elle tenait l'appareil, donc c'est tout à fait normal qu'elle l'ait eu. Elle tenait l'appareil sans y être. Pourquoi ? Parce que tout simplement l'appareil est macroniste et qu'elle est la plus macronienne. Elle a été élue pour ça. D'ailleurs, au passage, M. Stefanini lui a fait obtenir 1000 voix venant de l'étranger, du sud-est asiatique. Très drôle d'ailleurs pour quelqu'un qui se dit contre le vote des étrangers. Je vous le dis tout de suite. Et de gens qui n'étaient pas français, hein, je vous le dis tout de suite. C'est Macron en pire, Pécresse. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on risque que les classes qui les ont créées tous les deux, puisque c'est la même classe, risquent de préférer l'original à la copie. Surtout que Macron n'emploiera pas le syndicat de la magistrature comme pour Fillon pour l'abattre, parce que, pas sur l'affaire d'Alstom, parce que sinon c'est un boomerang qui lui reviendra en pleine tronche. Le problème, c'est qu'il y a peut-être d'autres choses à aller chercher chez Valérie Pécresse et son entourage. Je pense que M. Serge Tournaire du syndicat de la magistrature, qui a fait un retour remarqué il y a plusieurs mois dans les équipes macronistes, n'est pas tout à fait là pour enfiler des perles. Et je ne suis pas sûr qu'il soit là sur de gros problèmes judiciaires contre Éric Zemmour. Je suis persuadé que là on lui reproche des broutilles, quoi. Bon, d'accord, il est dragueur, ok, d'accord. On l'a toujours su, ça. C'est d'ailleurs quelque chose qui est plutôt bien vu en France. Et c'est pas non plus pour enterrer la mère Le Pen. Les affaires de Marine Le Pen, ça sert à rien de les déterrer, elles flottent toutes seules. Ça sert à rien de payer un mec comme Serge Tournaire pour faire ça, hein. Surtout que c'est un mercenaire qui se paye cher. Hein. Mélenchon va se saborder lui-même. Si tu payes un mercenaire pour un contrat sur Jean-Luc Mélenchon, pourquoi vouloir liquider un mec qui est dans son bureau, sur un tabouret, la corde au cou, qui au cas où tire sur une ficelle pour prendre un coup de fusil, et qui quand il va terminer de se pendre, un ressort dessous qui fait que quand la corde va lâcher, il va être expédié par la fenêtre du 8e. Ça ne sert à rien. Mélenchon, c'est une chanson de Bruce Springsteen, Dead Man Walking, l'homme mort qui marche encore. Point, barre, ligne. Quand même Poil de Carotte, parce que vous avez remarqué que Caténen, comme Ruffin d'ailleurs, se sont barrés de la campagne jusqu'à là. Vous avez remarqué que vous les entendez plus? C'est-à-dire qu'il n'y a que Lassie chez Infidèle, hein, donc il y a le collet Corbière, hein, et le bulldog Garrido. Tu vois, si tu veux, il manque plus que le chat et ça fait le voyage fantastique de Disney. Même Poil de Carotte, vous l'entendez, Poil de Carotte? Kéténen, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Si tu veux, ça veut dire que les mecs se mettent en retrait parce qu'ils gèrent l'après. Législative donc. L'après Mélenchon surtout. Donc Valérie Pécresse a potentiellement un costard dans son... En tout cas, Emmanuel Macron prépare des unités pour la battre parce qu'il a peur d'elle et c'est normal. Parce qu'elle peut le battre. Pour une seule raison. C'est que c'est la classe dominante. Changement de jeu au sein de la classe dominante. C'est-à-dire pour rien. Et d'ailleurs, en tant que nationaux, je le dis sincèrement, pas une voix, ni pour l'un ni pour l'autre. À titre personnel, on est tous d'accord qu'on veut effacer ce sale sourire de sa sale gueule. Mais si c'est pour avoir Soupline, elle est capable de tout. Hein. De donner la force de frappe au Bosch, de toute façon c'est une agent Bosch, il faut être très clair. De donner le siège au Conseil de sécurité au Bosch, elle en est tout à fait capable. Hein. C'est une saloperie, Pécresse. Et surtout, on ne pourra pas l'insulter autant puisque c'est une femme. Et puis en plus, on va nous dire « Ah oui, c'est comme Merkel. » Au passage, vous voyez ce que Merkel a fait à l'Allemagne. À titre personnel, moi je m'en plains pas parce que toute chose qui peut nuire à mes ennemis, j'achète. C'est plutôt son prédécesseur qui a fait le travail, Gerhard Schröder. Non, c'est Schröder qui a mis en place l'impérialisme allemand, qu'elle a géré. En réalité, ça date de Kohl sous les ordres des Américains. Hein. Parce que, si vous voulez, l'Allemagne est une puissance qui est protégée par une puissance plus grande.
Hein, ce qu'on a toujours dit de la Grande-Bretagne, ce qui est faux. Là encore, ça c'est le cercle Aristote et d'autres qui ont travaillé. Le problème du camp national, c'est l'absence de travail. Et d'ailleurs, on va à la défaite à cause de ça. Et le pire, c'est que tu vas avoir des cons pour dire « Ah, il faut voter Soupline, parce qu'au moins on verra plus la gueule à Macron ». Je vous le dis tout de suite, on entre là-dedans, on peut avoir 5 ans de Soupline, 5 ans d'Édouard Philippe, 5 ans de Macron de retour. On peut encore perdre 15 ans. Hein. Pour conclure sur ce sujet, est-ce que l'élection de Valérie Pécresse entérine l'ancien RPR au sein des LR? De toute façon, c'est très simple. 2 choses ont tué le RPR. Ce qui a tué le RPR, c'est que les vieux gaullistes, il faut savoir, étaient plus démocrates que ce qu'on croit. Alors, la démocratie interne au RPR n'existait pas, ou très peu. Comme me disait Charles Pasqua, une élection interne dont on ne connaît pas les résultats 3 mois à l'avance, c'est inutile. Mais c'était des gens qui ne voulaient pas veiller à la correction doctrinale, parce que c'était fondamentalement pas des flics. Or, malheureusement, pour tenir un appareil, et surtout, l'idée d'un parti de la droite unifié, donc regroupant les centristes, les libéraux, les gaullistes, était, dès le début, une idée foireuse. Pour une raison, c'est que ce sont des familles politiques qui n'ont pas d'identité de substitution. Vous pouvez réunir les sociodémocrates et les autres branches de la gauche woke parce que ils ont tous une identité de détestation, la France, mais ils ont une identité de substitution qui est la gauche. Alors que dans l'ancien RPR, vous aviez donc ces 3 branches qui avaient pour certains la détestation de la gauche, ce qui était le cas de l'UDF et des libéraux, mais démocratie libérale et l'UDF, leur haine achevée, c'est pas la gauche, c'est la France. L'UDF, c'est ce qu'il y a de pire. C'est les centristes pro-européens, c'est Bérou, c'est la lie de la terre. C'est des gens qui veulent la mort de la France, c'est consubstantiel à ces gens. Si tu veux, un vrai gouvernement gaulliste veillerait à leur écrasement politique. Alors vous voyez que de mêler des gens... Tu vois, les gaullistes n'ont pas d'identité de substitution. Ils ont la France, point. Nous, c'est doctrinal chez nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous reproche de ne pas vouloir faire une guerre à mort avec la gauche. Simplement parce que, excuse-moi, nous on est au-dessus de ça. Comme disait Serge Lama, parce que je me tiens au-dessus des partis, comme mon illustre compère. C'est ça la phrase de De Gaulle au-dessus des partis. Oui, je sais que Dominique Strauss-Kahn ne l'a pas compris cette phrase-là, mais ça veut dire ça à la base. Le grand problème, c'est que quand on a mêlé les 3, l'entrisme de l'UDF a fait qu'ils ont pris tous les cadres intermédiaires, et donc ils ont déporté le parti vers plus d'Europe, et donc moins de France, hein, c'est vaste communicant, vers la gauchisation sociétale, parce que comme disait Léon Blois, quand t'as chié dans ton froc, tu peux pisser dedans. Tu sais, tenir une civilisation, c'est terrible, parce que si tu veux, c'est Sisyphe ou c'est Tantale. Vous voyez, les grands supplices grecs. Sisyphe, Tantale, Prométhée. Tu vois, c'est des choses que tu endures. Et tu dois jamais faiblir. Et tu dois encaisser. Quand tu lâches tout. Faut être honnête. C'est simple. En réalité, c'est quasiment c'est la même chose qu'un barrage. Un trou dans le barrage, le trou ne sera pas colmaté. Il va s'élargir et le barrage va céder. Ben, une civilisation, c'est pareil. Une civilisation, c'est des citadelles qui résistent, disait Christian Combaz. C'est une phrase très vraie. Et donc, ils ont pris les cartes intermédiaires, ils ont fait fuir le petit peuple du RPR qui s'est réfugié chez Le Pen ou massivement dans l'abstention, puis terminé. Et ça, c'est la faute de qui? Alain Juppé et Édouard Balladur. Alain Juppé et Édouard Balladur. On ne dira jamais assez ce que ces hommes ont fait à la France. Vous voyez, il y a des hommes dont la place, c'est le gibet. Bah déjà, tu vois, pélican et crâne d'œuf. Hein, vous savez, c'était Thierry Leluron qui disait de Fabius, mais c'est extensible à Juppé. Hein, ces gens-là auraient dû être cadres chez Lustucru, manque de peau, chez Lustucru, ils ne prennent pas les œufs fêlés. Il n'y a rien de pire que le juppéisme, qui est fondamentalement un néo-giscardisme, c'est-à-dire cette vieille tentation du centre de reféodalisation de la société et de soumission à l'étranger.
C'est comme ça qu'on a détruit l'ancien RPR. Alors tu me diras pourquoi ils n'ont pas tendu la main à Le Pen, mais parce qu'autour de Le Pen, il n'y avait que des branques. Les mecs les plus intelligents, Le Pen, je rappelle, les a détruits lui-même. Jean-Marie Le Pen a fait une grande chose, son opposition à la guerre du Golfe. C'est quasiment l'une des seules choses positives qu'il ait fait. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu as un tiers des cadres du Front National qui étaient des anciens OAS anti-arabes qui se barrent. Tu as même des mecs brillants, tu as Jules Monroe qui se barre. Alors qu'est-ce que tu fais quand on est là? C'est simple. Il a fait vivoter le parti, en prenant une ligne un peu populiste, il l'a fait grossir, ça a mené à la scission de 98, c'est-à-dire une scission qui oppose les hommes de Maigret, donc des gens très idéologisés post-collaborationnistes, et à la SARL montre tout, parce que le premier problème, c'était le partage du cash. En plus, les gaullistes, tu vois, d'aller vers des mecs qui étaient vraiment, qui sentent idéologiquement, quoi. C'était pas possible. Le Pen ne le voulait pas. Il savait qu'à quelques exceptions près, Bruno Gollnisch, Jean-Claude Martinez, il avait personne à mettre en face. Il avait que des bons à rien. Mis à part Gollnisch, Martinez, 3 ou 4 autres, mais face au cadre de ce qu'était le RPR historique, en plus le RPR, quand ça se mettait en campagne, c'était une machine de guerre. Enfin, c'est le RPR qu'a fait Chirac, hein, et non Chirac qui a fait le RPR, contrairement à la légende. C'est le centrisme qui les a tués, et n'oubliez jamais la phrase du grand gaulliste Alexandre Sanguinetti, le centrisme, ce vichisme du temps de paix. Et n'oubliez pas, vu que nous sommes algorithmiquement non neutres, donc abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche. Nous, si tu veux, on aime comprendre ce qui fait courir les hommes. Et on aime, dans cette course effrénée de l'homme pour sa survie, on aime y mettre à la fois de l'ordre et de la beauté. C'est pour ça que c'est nous qui avons créé le système métrique. C'est pour ça que c'est nous qui avons l'une des plus belles littératures au monde. Et qui a en plus enfanté de grandes littératures. Aujourd'hui, les plus grandes littératures au monde sont certainement latino-américaines. Tu vois, dans les villages à La Havane, ou dans les villages, ou même au Venezuela, Chavez le disait, je crois, dans un de ses discours, mais même tu as des gens, parfois j'en rencontre, qui étaient dans des villages perdus au fin fond de la Chine, on leur apprenait Victor Hugo. Être français, c'est accepter qu'il y ait dans le cœur de millions d'hommes une petite place pour la France. Ce qui fait qu'à chaque fois que la France a été en danger, que ça vous plaise ou pas, ils sont venus de partout. Nos frères du bataillon du Pacifique, à Bir Hakeim, ils sont venus mourir à 17 000 km de chez eux. Jean Montpezat a connu beaucoup d'anciens du bataillon du Pacifique. Haut commissaire de nombreuses années dans le Pacifique, il se souvient des récits de ces hommes qu'il avait côtoyés une fois rentrés chez eux. Pour l'armée française, ce sont des combattants. Ce sont des guerriers extraordinaires. Et ça, c'est la France qu'on aime. Et ça, c'est aussi l'engagement des gens d'outre-mer. La mort n'est rien. La mort n'est rien. C'est le cycle de la vie. On se bat. Et ils se sont battus dans des moments où beaucoup de Français hésitaient à se battre. On va reprendre l'exemple de Joséphine Baker aussi. Oui, mais quand même, même si vous n'aimez pas le mot, la grande vedette de musical qui reçoit la croix de guerre, la croix de résistance, oui. La Légion d'honneur. Résistance, c'est ça, croix de guerre avec palme et tout ça. Et médaille d'or de Paris pour ma vie humanitaire, etc. Mais enfin ça, tout le monde le connaît, c'est pas la peine d'en parler. Je crois pas que c'est tellement intéressant. C'est pour moi, ça me fait plaisir, mais vous n'êtes pas venu pour entendre parler de tout ça, ça fait un petit peu, enfin. Mais nous sommes venus pour vous entendre parler de vous. Mais c'est vrai, mais enfin. De vous, il y a tellement de gens qui ont mérité beaucoup plus que ça et qui n'ont pas eu. Alors moi, je trouve que c'est pas tellement. Enfin, j'ai fait mon devoir de résistante, etc. J'ai commencé en France et de la France, je suis allée en Afrique du Nord, jusqu'en Égypte, etc. J'ai donné un autre exemple. Parfois, ça fait quelque chose. L'incendie de Notre-Dame. Le monde entier s'est arrêté parce que c'était Notre-Dame. Quand il y a eu le terrible attentat à Madrid de la gare d'Atocha, c'était terrible.
Tout le monde disait c'est terrible. Il y a eu plus de morts qu'au Bataclan. Parce qu'on a touché Paris, on a vu arriver aux 4 coins du monde des gens devant les ambassades de France. Si vous voulez déjà nous soutenir, eh bien je vous rappelle, c'est notre page Tipeee, tout est en description, si vous voulez nous aider, et surtout, gardez le moral, vous allez en avoir besoin, reposez-vous pendant les fêtes, et bonne année quand même.